Donc, je suis très heureux de vous présenter Hervé Reculot, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, voire très bien, mais pas tout le monde, et donc je sacrifie avec plaisir à la tradition. Donc, un rappel bref de ses études supérieures à l'ENS Saint-Cloud, comme on disait à l'époque, et parallèlement à Paris 1, qui a abouti à l'agrégation d'histoire en 2000. Hervé Reculot s'est alors inscrit en DEA, alors traduction pour les plus jeunes en M2, à l'école pratique des hautes études, sous la direction de Jean-Marie Durand, et ensuite il a préparé sa thèse de doctorat avec le statut d'ATER pendant 2 ans au Collège de France, et ensuite pendant 2 ans à Paris 1, avec une thèse qui portait sur les paysages ruraux du Moyen-Euphrate et de ses affluents au 2e millénaire avant notre ère, et qui a été soutenue en 2006, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Je le dis juste parce que ça me permet de dire du mal de la réforme qui interdit désormais de décerner des mentions, ce qui pénalise à l'international. C'est une chose à laquelle le ministère n'avait pas pensé lorsque cette règle a été adoptée. Fin de la parenthèse. Hervé Reculot, donc muni de son doctorat, est parti à l'étranger, d'abord pendant 2 années à Berlin comme assistant d'Eva Kanchik-Kirschbaum, ensuite comme postdoc pendant 1 an à Moscou chez Leonid Kogan, et puis à nouveau à Berlin pendant 2 ans, mais cette fois dans l'équipe de Hartmut Kühne. Il est revenu à Paris comme postdoc au CNRS dans l'UMR 71-92, où il a collaboré au projet IGEOMES de Nele Ziegler. Et donc, il a, avec patience et ténacité, accumulé des recherches en épigraphie, en archéologie, en géographie historique, qui lui ont permis d'enrichir des problématiques qui l'intéressaient depuis longtemps. Ses compétences pluridisciplinaires, cette expérience internationale variée, autant de qualités qui devaient finir par attirer l'attention sur lui, et c'est ce qui s'est passé en 2015, année où il a été élu assistant professor en assyriologie dans ce qui était alors l'Oriental Institute de l'Université de Chicago, et c'était la première fois, sauf erreur, qu'un Français devenait membre de cette institution prestigieuse. Il a été titularisé comme Associate Professor en 2019, l'OI étant désormais devenu ISAC, c'est-à-dire Institute for the Study of Ancient Cultures, et Hervé insiste beaucoup pour qu'on n'oublie pas le sous-titre West Asia and North Africa, comme vous le voyez sur le nouveau logo de l'institution qui a été rebaptisée, prenant la suite de l'Oriental Institute. Les recherches d'Hervé Reculot ont porté pour l'essentiel sur la Mésopotamie du 2e millénaire. Comme épigraphiste, il a édité aussi bien des tablettes médio-assyriennes d'Achour, dans le tome 130 de la série allemande WVDOG, que des tablettes paléo-babyloniennes de Marie, dans le tome 16 des Florilegium Marianum notamment. Son livre de 2012 sur climat, environnement et agriculture en Assyrie lui a valu le prix Saint-Tour de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est le fruit de tous ces travaux et d'autres actuellement en préparation, dont nous allons pouvoir profiter au fil des 4 cours qu'il va donner à partir d'aujourd'hui. Je suis donc très heureux, mon cher Hervé, de te donner maintenant la parole. Merci Dominique. Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir pour moi que de pouvoir partager avec vous, au cours des 4 conférences à venir, le fruit de mes recherches et réflexions sur les relations entre les sociétés de Mésopotamie ancienne et leur environnement. Et je tiens à remercier l'Assemblée des professeurs du Collège de France, l'administrateur, M. Thomas Römer, et tout particulièrement le professeur Dominique Charpin, pour l'honneur qu'ils me font en m'accueillant au sein de cette prestigieuse institution. Dans les semaines qui viennent, nous aborderons ensemble quelques-unes des grandes questions qui structurent le champ de l'histoire environnementale de la Mésopotamie, que ce soit le rôle joué par l'irrigation, que nous verrons en 2e semaine, ou le changement climatique, en 3e semaine, avant de conclure par un détour vers l'histoire culturelle et religieuse, avec le motif de la catastrophe environnementale, et singulièrement bien sûr celui du déluge, dans la culture mésopotamienne. Pour cette première conférence, je souhaite aborder quelques points de méthode
et clarifier certaines notions que nous rencontrerons au long de ce cycle et la façon dont je les aborde dans mon propre travail. La sélection de publications à l'écran permet de pointer quelques notions clés dans ce courant historiographique, avec en particulier l'articulation entre, d'un côté, des sociétés humaines et de l'autre, des éléments non humains incarnés par les notions d'environnement et de climat, mais aussi, de façon peut-être moins intuitive, celle de paysage, incarnation dans l'espace physique de ces interactions. Si l'intention portée à la manière dont les sociétés humaines interagissent avec les espaces physiques qu'elles habitent fait partie intégrante des écrits historiques depuis Hérodote, les études actuelles sont plus spécifiquement liées à ce que l'on a appelé le tournant spatial dans les sciences sociales et humaines, à la jonction entre l'histoire et la géographie culturelle, l'archéologie anthropologique des paysages, les études paléo-environnementales issues des sciences naturelles. L'enjeu consiste donc à écrire une histoire environnementale de la Mésopotamie qui aille au-delà de la simple et fausse dichotomie entre nature et culture et des idiosyncrasies disciplinaires. Il est utile ici de citer quelques lignes de l'excellente introduction sur le sujet offerte par Grégory Koenig il y a une dizaine d'années, même si l'histoire du Proche-Orient reste, comme trop souvent, relativement marginale dans la réflexion historiographique de l'histoire environnementale en tant que discipline. Je cite une partie du passage à l'écran. L'environnement, toujours saisi par la médiation des perceptions humaines, dispose pour autant d'un potentiel et de limites matérielles, d'une agentivité qui interdit de le réduire à un cadre inerte de l'action humaine. Les acteurs de l'histoire ne sont pas seulement des humains, mais aussi des non-humains, c'est-à-dire des animaux, des plantes, des arbres, des masses d'air, des eaux, des sols, des microbes, et plus encore, avec pour seule limite ce que les sources historiques permettent de saisir. Comme il le signale à un autre endroit de son livre, le simple mot « environnement » n'a pas d'équivalent unique dans de nombreuses langues, et son contenu peut être diffracté à travers plusieurs termes qui expriment des approches différentes. Donc, même s'ils peuvent paraître aller de soi, les termes de cette étude méritent d'être soumis à un examen attentif. Comme l'ont noté Anschütz, Wilshusen et Scheik il y a près de 25 ans, bien trop souvent, en archéologie en particulier, les notions d'environnement et de paysage sont confondues, ou se définissent l'une l'autre de façon tautologique. Même si elles sont difficiles à éviter, en témoigne d'ailleurs l'intitulé de mon cycle de conférences, des oppositions binaires entre société et environnement, ou paysage culturel et naturel, risquent trop souvent de se réduire à cette opposition dépassée entre nature et culture, comme s'il s'agissait de deux entités distinctes qui cohabitent, plutôt que d'une formation unique où les processus humains et non humains sont toujours entrelacés. Une des notions clés pour cette étude est celle de paysage, centrale dans les travaux archéologiques, historiques et géographiques, mais virtuellement absent des études paléo-environnementales. Il serait aisé d'y voir une simple opposition entre sciences humaines et naturelles, les premières vouées à l'étude des paysages culturels et les secondes à celle des paysages naturels, pour reprendre la terminologie héritée de la géographie de Karl Sauer, qui a fortement marqué les études anglo-saxonnes, et par extension le champ disciplinaire de l'histoire environnementale tout entier, puisque c'est vraiment un courant qui est né dans les pays anglo-saxons avant de s'étendre à l'Europe. Dans cette perspective, on voit que, d'après Sauer, la culture, les agents culturels sont les agents qui agissent sur un paysage naturel, une nature un peu passive. Donc il va falloir reprendre un peu ces questions-là. Et même au sein d'une seule et même discipline, on a un certain nombre d'imprécisions méthodologiques qui peuvent rendre l'analyse un peu complexe. En témoigne cet ouvrage majeur, c'est vraiment l'introduction à l'archéologie du paysage au Proche-Orient par Tony Wilkinson, dans lequel il propose une série d'angles d'approche du paysage, selon une typologie que je me permettrais de qualifier d'assez peu rigoureuse. On y voit d'abord le paysage comme environnement, c'est-à-dire, pour reprendre la terminologie de Sauer, ce que lui appelait le paysage naturel, mais aussi comme système,
Cette fois-ci, on met plutôt l'accent sur l'approche des savants plutôt que sur une définition du paysage en lui-même. Ou encore, le paysage comme pouvoir et comme expérience, c'est-à-dire deux sous-catégories du paysage culturel et pas forcément les seules que l'on puisse envisager. Et la confusion est encore plus grande lorsque Tony Wilkinson admet que son ambition est simplement d'étudier le paysage culturel de façon diachronique, sans vraiment définir ce qu'il entend par là. En y regardant de plus près, on se rend compte que son approche des paysages dits culturels est avant tout centrée sur les paysages de production, en particulier ceux de l'agriculture, et non sur d'autres éléments culturels qui dominent certaines approches de l'histoire des paysages, en particulier l'école britannique, héritière de Duns Cosgrave, qui se concentre sur les usages symboliques du paysage. Donc même le paysage culturel se retrouve à cheval sur différentes notions. Compte tenu de l'influence majeure qu'a eu Wilkinson sur l'archéologie du paysage au Proche-Orient d'une manière générale, cette remarque est vraie de la discipline dans son ensemble, et en particulier de la Mésopotamie. Il est notable qu'elle n'est pas systématique à l'échelle du Proche-Orient ancien ou de toutes les périodes. Ainsi, les spécialistes de l'Anatolie hittite et post-hittite, ou encore ceux de l'Iran aux époques achéménides et suivantes, se sont plus volontiers attachés à une analyse culturaliste des paysages, sous l'angle de l'étude du pouvoir et de la religion, alors que leurs collègues qui travaillent sur la Mésopotamie s'intéressent bien davantage aux paysages de production. Mais plus qu'une divergence théorique, on peut y voir en réalité le reflet empirique des matériaux disponibles. Aux montagnes de Turquie et d'Iran, les grands reliefs rupestres, commandités par le pouvoir, aux plaines et plateaux de Mésopotamie, les vestiges de canaux et les structures agraires. On s'en doute, une telle dichotomie peut et doit être nuancée. C'est ce que j'essaye de faire. Mon approche, qui est relativement hétérodoxe dans mon pays d'adoption académique, les États-Unis, est influencée par l'école française de géographie, pour qui l'environnement regroupe ce que les disciples de Sauer nomment paysage naturel et culturel ensemble. Cette école argue que la dichotomie est en réalité fallacieuse. À l'origine, les géographes et sociologues français employaient plutôt la notion de milieu que celle d'environnement. Et ce qui est intéressant dans l'école géographique française, c'est qu'elle anticipait la perspective de l'écologie qui se développe à partir des années 70, en insistant sur le fait que le milieu n'est pas forcément exclusif à l'homme, mais plutôt idiosyncratique à toute forme d'organisme vivant. Et la relation entre organisme et milieu, dans cette pensée du début du siècle, était perçue avant tout comme une relation d'exploitation du milieu par le vivant. À partir des années 70, dans la géographie française, le terme environnement remplace celui de milieu, reflétant à la fois l'influence des études universitaires anglophones et la montée en puissance de l'écologie en tant que discipline et préoccupation politique. Depuis les années 90, à la suite de Bruno Latour, cette perspective s'est enrichie d'une vision plus dynamique des environnements comme étant des systèmes hybrides, eux-mêmes constitués d'objets hybrides, façonnés par des processus physico-chimiques, biologiques et sociaux à différentes échelles. Le paysage, à la différence de l'environnement, est quant à lui constitué de l'ensemble des éléments observables et observés à partir d'un lieu précis. Il est l'aspect perceptible de l'espace géographique qui peut être appréhendé par les sens. Pas uniquement la vue, même si c'est souvent le premier sens impliqué dans les études géographiques. Le paysage est donc à l'interface entre les sociétés et leur environnement. Ni simplement une réalité qui existerait hors interprétation sociale, ni non plus une simple représentation indépendante de la matérialité du monde. Comme l'a dit Georges Bertrand dans un article fondateur de 1978, un paysage, c'est une interprétation sociale de la nature, même si les chercheurs contemporains préféreraient sans doute le terme d'environnement à celui de nature, encore en cours vraiment dans les années 70. J'ai bien conscience que la nuance est subtile, mais elle est d'importance sur le plan heuristique. À la différence des disciples de Sauer, la géographie française place l'observateur au centre de son approche. Un paysage n'est pas culturel simplement parce que des humains l'ont façonné, entre autres acteurs vivants et non vivants, mais aussi et surtout parce que le paysage est un produit de la pensée de celui qui le décrit. Le paysage naît dans l'acte même d'observer et de dire.
Il n'a pas seulement des dimensions spatiales, mais aussi temporelles et culturelles, et il existe toujours dans un état de flux. Avec la tour, cette approche nous permet de voir les paysages comme des hybrides, non seulement entre humains et non-humains, entre nature et culture, avec de gros guillemets, mais plus fondamentalement, des hybrides d'espace, de temps, d'acteurs et d'observateurs. Et j'insiste sur le rôle de l'observateur. Ce point est crucial pour l'approche des paysages dans une perspective géohistorique, car il constitue un garde-fou contre la pseudo-objectivité. L'erreur qui consiste à croire que nous ne faisons que décrire ce qui est ou ce qui était. Les questions que nous posons créent les paysages que nous voyons. Et comme j'espère le montrer dans les semaines qui viennent, cela peut avoir de sérieuses implications sur le type de paysage que nous façonnons, nous savants, en tant qu'objet d'étude valide. Les paysages archéologiques et historiques ne peuvent être étudiés qu'à partir des paysages actuels dans lesquels ils s'inscrivent, soit en tant que traces matérielles ou soit en tant que description ancienne, à partir des textes. Mais ces paysages étaient différents, chargés de significations différentes de celles que nous leur donnons pour les personnes qui les ont vécus dans le passé. Et contrairement aux anthropologues qui peuvent interroger les personnes vivant dans un lieu précis sur la façon dont ils incarnent leur paysage, les archéologues et les historiens travaillent par procuration, à partir de traces limitées et d'un vide, souvent important, que nous devons combler, pour donner sens à tout cela. Il s'agit évidemment d'un truisme de nos disciplines, mais il est important de garder à l'esprit que, pour emprunter au vocabulaire de l'anthropologie anglo-saxonne, les études sur les paysages anciens opèrent par nécessité dans une perspective éthique, c'est-à-dire non pas éthique de l'éthos, mais éthique E-T-I-Q-U-E, c'est-à-dire que les paysages sont construits du point de vue de l'observateur moderne. C'est le paysage que nous produisons en tant que savants. Et nous ne pouvons que très rarement approcher, de façon fût-elle imparfaite, une perspective émique, c'est-à-dire la façon dont les anciens habitants de la région se représentaient ce même paysage. Cela signifie également que l'étude des paysages est anthropocentrique par nature. Dans l'absolu, il devrait être possible d'écrire, en suivant Éric Baratet, une histoire environnementale de la Mésopotamie du point de vue de l'animal, ou pourquoi pas du point de vue du minéral. J'adorerais pouvoir le faire. Mais dans les faits, les données à la disposition des archéologues et des historiens sont telles que nous ne pouvons, dans le meilleur des cas, qu'essayer d'interpréter les traces paysagères que d'autres êtres humains ont laissées derrière eux et que le temps a préservées jusqu'à nous. Les paysages sont la seule clé dont nous disposons pour tenter de comprendre comment ces sociétés interagissaient avec leur environnement. Le paysage, ou du moins ce qu'il en reste, les traces du paysage, sont ce qui coordonne le « et » qui coordonne société et environnement. L'interface qui seule est parvenue de façon parcellaire jusqu'à nous, et donc l'objet de l'étude de la relation entre société et environnement. Après ces remarques qui, je l'espère, aident à clarifier mon projet, je voudrais présenter rapidement les outils dont nous disposons pour mener l'enquête, avec leurs potentialités et leurs limites. En géologie et en paléoclimatologie, comme en archéologie et en épigraphie, il faut partir du présent pour reconstruire le passé. Qu'il s'agisse de formations naturelles, de vestiges d'origine anthropique ou de tablettes d'argile, celui-ci se livre à nous de façon indirecte, sous forme de traces qu'il faut identifier, interpréter et intégrer dans un discours plus vaste qui rende compte de façon intelligible du faisceau de preuves disponibles. Si l'état actuel du monde est directement observable et mesurable, ces états passés doivent être reconstruits sur la base d'indices, eux-mêmes recouverts au sein des paysages naturels, suivant le principe unitariste au fondement des sciences de la Terre, selon lequel les lois et les processus naturels qui interviennent dans nos observations scientifiques actuelles ont toujours fonctionné de même par le passé. En cela, les différentes disciplines à l'œuvre en histoire environnementale diffèrent moins entre elles sur le plan heuristique et méthodologique que ce que l'opposition traditionnelle entre sciences naturelles et sciences humaines veut bien laisser croire. La Mésopotamie se caractérise par un climat de type méditerranéen, avec une dégradation vers l'aride de plus en plus marquée vers le sud-est.
Ce climat se traduit par une forte saisonnalité, avec une opposition entre deux saisons principales, l'hiver et l'été, et des saisons intermédiaires peu marquées. Le Proche-Orient connaît ainsi 3 fois plus de précipitations en hiver qu'en été, l'été ne représentant que 5% du total annuel des précipitations au sud du 40e degré nord. Donc la saison fraîche et pluvieuse commence à la mi-octobre et la partie la plus humide de l'année se déploie progressivement au cours de l'hiver selon un gradient méridional. Sur le plan agraire, cette saison est celle du cycle prédominant des cultures d'hiver, sous pluie dans la partie nord de la Mésopotamie, irriguée dans la partie sud. La saison chaude et sèche, quant à elle, est pleinement établie de juillet à septembre et toute culture devient alors impossible sans recours à l'irrigation. La région connaît par ailleurs une très forte variabilité interannuelle, avec des séries d'années plus chaudes et sèches ou plus fraîches et humides qui se suivent en succession rapide. D'une année sur l'autre et au cours d'une même saison, on rencontre régulièrement des épisodes climatiques violents, que ce soit par insuffisance d'eau, les sécheresses, ou par excès, les crues violentes liées aux pluies et ou au gonflement des cours d'eau. Localement, des vents violents peuvent avoir un impact important sur les conditions de vie des plantes, des animaux et des humains, en particulier sur les terres nues et sèches. En termes de potentiel et de limites agricoles, la Mésopotamie est divisée en 2 zones, conditionnées par la topographie, la nature des sols et surtout la disponibilité en eau, eau de pluie et eau de surface, sous la forme des cours d'eau intermittents et pérennes. Les eaux souterraines, quant à elles, ne semblent avoir été utilisées que de façon marginale pour l'agriculture, en raison de la salinité de la nappe phréatique dans la plupart des endroits. Au nord, la haute Mésopotamie s'appuyait sur la culture des céréales, principalement dans les conditions pluviales, tandis qu'au sud, la basse Mésopotamie était une terre irriguée, avec des cultures de plein champ complétées par des jardins de dattes, de palmiers dattiers. En dehors des zones cultivées, les 2 régions ont été et sont toujours exploitées pour l'élevage, principalement l'élevage de chèvres et de moutons. Si la zone à l'est du Tigre, ici et au-delà de la carte, recouvre un espace de montagne et de piémont, celui de l'actuel Kurdistan irakien, à l'ouest du Tigre, le plateau de la Djézireh est divisé en 4 zones environnementales en fonction de la quantité et de la nature de l'eau disponible. Tout d'abord, une zone de culture sous pluie assurée, dans les contreforts des chaînes du Taurus et du Zagros, au nord et à l'est, avec des précipitations annuelles moyennes supérieures à 350 mm. La zone de culture marginale, quant à elle, connaît des précipitations annuelles moyennes comprises entre 200 et 300 mm et prédomine les céréales, surtout l'orge. L'élevage de moutons et de chèvres joue ici un rôle de plus en plus important. Cette zone, c'est important, est la moins stable de toutes. En raison de fortes variations interannuelles des précipitations, la superficie où les cultures d'hiver peuvent être pratiquées sans l'aide de l'irrigation artificielle varie d'une année sur l'autre, et plus encore, on l'a vu, d'un groupe d'années sur l'autre, puisque les épisodes humides et secs ont tendance à se succéder par groupe de 2 ou 3 ans. La dernière zone régionale, sous l'isoïette des 200 mm, est une steppe qui évolue lentement vers un véritable désert et qui est limitée à l'usage pastoral en ce qui concerne l'humidité atmosphérique. Traversant ces 3 régions, ici en rose, on retrouve les vallées du Tigre et de l'Euphrate et de leurs affluents pérennes qui offrent un accès à l'eau permanent et des zones planes propices à l'agriculture, mais qui sont menacées par les crues de fin d'hiver et de printemps, qui peuvent être très destructrices pour les cultures qui arrivent alors à maturité. A l'inverse, la plaine de basse Mésopotamie, lorsque l'Euphrate et le Tigre quittent le plateau peu après Hit et Samara, forment une plaine de dépôt de Ramadi jusqu'au golfe arabo-persique. C'est un énorme bassin de près de 450 000 km², bordé à l'est par les contreforts du Zagros et au sud par le rivage du Golfe, avec une topographie globalement plane qui masque une hétérogénéité de micro-environnements. Dans ce milieu aride, qui oscille entre 75 et 200 mm de précipitations annuelles, l'agriculture sous pluie est impossible et les rivières sont la seule source d'eau disponible pour l'agriculture. Malgré, encore une fois, son apparente uniformité, la basse Mésopotamie se divise en 4 grandes zones environnementales. En amont,
la plaine alluviale, à peu près équivalente à l'ancienne Akkad, s'étend jusqu'au niveau de Nippur, avec le cône de la Diyala qui s'enfonce dans la plaine à l'est du Tigre. Les rivières en cet endroit présentent des chenaux fortement sinués et des levées bien définies de 2 ou 3 mètres au-dessus de la plaine, ce qui permet une irrigation aisée par gravité, avec une relativement faible salinisation de la nappe phréatique, car elle y est peu profonde. Les inondations, en revanche, peuvent être très destructrices. Pour cette raison, l'alluvionnement en période historique est plus marqué ici que plus au sud, ce qui a, on le verra, des conséquences sur l'accessibilité des niveaux archéologiques du paysage. En aval, la plaine deltaïque couvre la partie centrale de la plaine de Mésopotamie, à peu près équivalente à l'ancienne Sumer. Ici, la pente des fleuves devient minimale et ils construisent des levées basses, susceptibles de se rompre facilement, dispersant ainsi l'eau dans des terres plus plates et créant des marais et des lacs saisonniers qui contribuent à réduire la menace d'inondations violentes. Les risques de salinisation, en revanche, y sont forts, car la nappe phréatique est proche de la surface. La sédimentation y a été moins importante que dans la plaine alluviale, offrant cette fois un accès plus aisé au niveau archéologique antérieur au premier millénaire avant notre ère. La plupart des dates seront toujours données avant notre ère, sauf mention contraire. Les marais forment une immense zone humide fluctuante, recouverte par la mer aux hautes époques, qui a constitué l'arrière-plan des premières villes sumériennes situées sur ces marges. Enfin, en bordure du Golfe, et au sud de Basra aujourd'hui, se trouve la zone estuarienne, directement marquée par l'effet des marées. Ces régions ont évolué au fil du temps, avec la progradation vers l'aval de la plaine. Et donc l'actuelle plaine deltaïque était, jusqu'au IIIe millénaire, dans un environnement relativement similaire à la zone estuarienne et de marais. Du fait de la longueur et de l'intensité de l'occupation de l'espace dans la plaine alluviale de Mésopotamie, souvent sur plusieurs millénaires, les niveaux les plus anciens, en particulier ceux de l'âge du bronze au IIIe et IIe millénaire qui m'intéressent, se retrouvent souvent plusieurs mètres sous la surface actuelle. Ce phénomène est bien connu pour les sites d'habitat. Il est à l'origine de la formation des tels en tant que forme paysagère. Mais il est plus vaste en tant que phénomène paysager. Car, via la cultivation répétée des sols par l'irrigation, les dépôts alluviaux des fleuves lors des crues, mais aussi l'érosion après que les sites ont été abandonnés, la plaine de basse Mésopotamie s'est progressivement aggradée, et les paysages anciens ont le plus souvent été entièrement recouverts et sont donc invisibles à la surface. C'est la raison pour laquelle je parle de paysages fantômes lorsque je travaille sur les paysages de l'âge du bronze, car dans bien des cas, ils n'existent que sous forme vestigiale, dans le sol et ou dans les écrits anciens, mais très rarement affleurant en surface. On verra qu'il y a quelques exceptions, mais elles sont l'exception et non la norme. Un excellent exemple de paysage fantôme se trouve près de Sippar, en Babylonie du Nord, où une série de sondages effectués par les géomorphologues de l'équipe belge en charge des fouilles du site a révélé une épaisse couche de 1 à 2 mètres de dépôts éoliens, donc érosion par le vent, mélangés à des matériaux érosifs qui proviennent des tels voisins, en marron clair ici, après leur abandon. Donc ce sont des processus naturels d'érosion suite à l'abandon des sites humains. Ces dépôts reposent eux-mêmes sur plusieurs mètres de dépôts qui résultent d'inondations naturelles et ou de la pratique de l'irrigation aux périodes récentes, en marron foncé. Et des dépôts rélictuels correspondant à d'anciens chenaux naturels ou artificiels, en jaune, correspondent sont enfouis quant à eux sous ces alluvions plus récentes en marron foncé. Ici, ou inscrit ici en fonction d'eux. Le site de Tel Gawan, ici, qui date du début du premier millénaire, au plus tôt, entre le début et la moitié du premier millénaire, il est occupation d'époque néo-babylonienne, mais au sens très large du terme, ce site repose ainsi sur une ceinture de paléochenaux que les géomorphologues ont appelé le paléochenal B, qui est situé à environ 4,5 mètres sous la surface actuelle, et qui a été elle-même recouverte par les alluvions récentes.
Ce paléochenal B correspond au dépôt progressif d'un cours d'eau, actif très grossièrement entre la fin du IIIe et le début ou la première moitié du premier millénaire avant notre ère. Un autre paléochenal, le paléochenal A, ici, est quant à lui plus ancien, mais n'a pas pu être daté de façon précise. Donc on voit bien ici que les sites de l'âge du bronze, possiblement même de l'âge du bronze ancien ici, ou voire plus ancien, se retrouvent complètement enfouis sous plusieurs mètres de sédiments dans la région de Sipar. Ce que l'on voit en surface, hormis même le tel, ici vous voyez bien le tel de l'époque néo-babylonienne, est en grande partie enfoui. Donc ce qui ressort pour les périodes anciennes au niveau du sol ne sont que les parties très émergées, ce qui était de très haute taille, et ce qui relève du paysage d'occupation de la vie quotidienne a quant à lui été complètement enfoui dans la plaine. Donc on le voit, retrouver les paysages fantômes de Sipar à l'âge du bronze de façon extensive requerrait de fouiller non seulement les sites archéologiques, mais aussi l'ensemble de la plaine avoisinante, ce qui est bien entendu impossible, faute de temps et de moyens. Et par ailleurs, la nature de l'érosion en milieu alluvial complique encore un peu les choses, puisqu'il ne suffit pas toujours de creuser. Par le jeu des aggradations, donc les dépôts alluviaux et éoliens, et des dégradations, l'action érosive du vent et des cours d'eau, en un même point du paysage, les niveaux anciens peuvent, au fil du temps, avoir été enfouis, comme on l'a vu à Sipar, ou exposés par le jeu de l'érosion, et donc soit être encore visibles de façon ponctuelle dans le paysage comme résidus d'un paysage disparu, ou alors, si l'exposition a duré suffisamment longtemps, avoir eux-mêmes été entièrement érodés et avoir disparu. Et les choses se compliquent encore car virtuellement chaque mètre carré de la plaine de Basse-Mésopotamie a été exposé au fil du temps à plusieurs cycles d'érosion et de sédimentation au cours des millénaires. Par ailleurs, et on en reparlera plus en détail la semaine prochaine, une tendance de longue durée en matière d'irrigation en Mésopotamie a été à la massification croissante des investissements, en particulier à partir du premier millénaire avant notre ère et jusqu'à la période médiévale. Donc autant, globalement, des vastes formations impériales d'échelle régionale ou suprarégionale qui deviennent la forme d'organisation dominante de la vie politique, économique et sociale depuis l'époque néo-assyrienne jusqu'à l'avènement de l'islam. Ces grands travaux, outre qu'ils ont accéléré l'alluvionnement lié aux pratiques agricoles, comme on l'a vu pour Sipar, les alluvions marron foncé, ont aussi été destructeurs des infrastructures et des paysages antérieurs. Selon l'expression de Tony Wilkinson, que l'on retrouve encore, et de ses collègues, on peut véritablement parler pour la basse Mésopotamie, mais aussi pour le bassin de la Diyala et la plaine du Khouzestan en Iran, de paysages autodestructeurs. Des paysages dont les états récents se sont réalisés au détriment des états antérieurs. Donc, faut-il pour autant perdre espoir de reconstruire ces paysages fantômes de la préhistoire jusqu'à l'âge du bronze, ceux qui ont précédé le temps des empires? Heureusement que non, sinon je n'aurais pas grand-chose à vous dire. Mais quelques points de méthode s'imposent si l'on veut y parvenir. Pour cela, je voudrais faire un détour. Sans doute, certains d'entre vous sont familiers avec ces questions, mais peut-être pas tout le monde. Donc, sur les outils dont nous disposons pour reconstruire l'histoire environnementale en Mésopotamie. Comme le montre la situation actuelle, le déterminant principal à l'existence et à la survie de sociétés humaines dans la région est le climat. En ce sens qu'il affecte la température et surtout l'approvisionnement en eau, que ce soit via les précipitations en Haute-Mésopotamie ou les cours d'eau dans les vallées et sur la plaine de Basse-Mésopotamie. Si ces conditions viennent à changer drastiquement, la possibilité même de l'agriculture, de l'élevage et de l'implantation des sociétés sédentaires peut être remise en cause à l'échelle régionale, en cas de sécheresse intense et de longue durée, ou locale, lorsque le fleuve détruit les installations par sa crue, ou au contraire change de cours et que les anciens établissements humains se retrouvent soudain en plein désert. Rappelons-nous, dans la plaine de Basse-Mésopotamie, sans l'eau des fleuves, on ne peut pas survivre. Donc l'une des questions qu'il convient d'aborder d'entrée et que l'on verra plus en détail en troisième semaine est celle du changement climatique au cours de ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire les 10 000 dernières années. Il y a encore quelques décennies à peine, lorsque je travaillais sur ma thèse dont Dominique a parlé plus tôt, le consensus était que le climat que nous connaissons aujourd'hui au Proche-Orient s'était installé il y a environ 5000 ans, après la fin de l'optimum Holocène,
et que les variations climatiques étaient négligeables pendant toute la période qui a vu les premiers villages se transformer en sociétés urbaines complexes, puis en empires et enfin en États-nations modernes. Les progrès très rapides de la paléoclimatologie ont fait voler en éclats ce consensus, et il est désormais clair que l'Holocène a connu une série de changements climatiques de vitesse, d'intensité et d'extension variables, dont les plus notables sont ce qu'on appelle les épisodes de changement climatique rapide, qui se sont produits en l'espace de quelques décennies seulement, et qui étaient susceptibles d'avoir des incidences dramatiques sur les sociétés humaines, que ce soit à l'échelle mondiale ou locale. L'évaluation de ces changements à une échelle à la fois temporelle et géographique pertinente pour les études historiques reste un défi, et bien que d'énormes progrès aient été réalisés ces dernières années, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas, et il faut savoir faire preuve de prudence avant de suggérer ou de rejeter la corrélation, sans même parler de la causalité, entre des épisodes de changement climatique et de changement social. Encore une fois, nous y reviendrons en troisième semaine. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment on parvient à reconstruire ces climats. La science paléoclimatique emploie, pour ces indices, le terme de données climatiques indirectes, ou plus simplement de proxy climatique, en traduction directe ou emprunt direct de l'anglais climate proxy. Mais je préfère, avec Neil Roberts, parler d'archives climatiques, pour souligner la proximité déjà mentionnée entre le travail des paléoclimatologues et celui des archéologues et des historiens. Qu'elles proviennent de carottes glaciaires, de sédiments lacustres et marins, ou de spéléothèmes, le nom savant des stalagmites et des stalactites dans les grottes, ces archives climatiques n'offrent qu'une vision indirecte, souvent déformée et parcellaire de ce que fut le climat aux temps anciens. Elles doivent être traitées et analysées avant de pouvoir être corrélées de façon plus ou moins fiable, selon les méthodes employées, à des variables climatiques telles que l'humidité atmosphérique ou la température. Même si le climat se taille la part du lion dans la plupart des études récentes, et à juste titre, ces archives climatiques ne sont elles-mêmes qu'une catégorie particulière d'archives environnementales, grâce auxquelles il est possible, encore une fois de façon indirecte, de reconstruire les sols, les plantes, les animaux présents en un certain endroit à une certaine période, et donc les environnements dans lesquels ils prospéraient. Comme on le voit, les deux types d'archives se recoupent souvent. Est-il peut-être délicat de distinguer ce qui, dans les changements observés, relève du climat ou de l'action anthropique sur l'environnement, selon le principe d'équifinalité, qui veut qu'un même résultat puisse être le produit de plusieurs causes différentes. Par exemple, la disparition rapide de certaines essences d'arbres dans une séquence palynologique peut témoigner soit d'une aridification brutale du climat, rendant la région impropre à la croissance de ces arbres, ou alors d'une déforestation liée à la surexploitation des ressources par les sociétés. Et ces archives doivent aussi être datées, selon diverses méthodes que nous verrons plus en détail, mais qui souvent ne vont pas sans poser problème pour une analyse historique qui requiert une définition spatiale et temporelle fine que nombre d'archives climatiques ne possèdent tout simplement pas. Enfin, les divers indices contenus dans ces archives sont eux-mêmes de nature diverse et leur étude relève de disciplines tout aussi variées, comme la chimie, la géomorphologie, la palynologie, la paléobotanique, pour ne citer que les plus courantes. Chacune de ces disciplines a ses méthodes, ses biais, ses préconceptions heuristiques et méthodologiques qui doivent être pesées, évaluées et autant que faire se peut harmonisées au moment de présenter les résultats finaux, d'une manière qui puisse être utilisable pour une approche historique. Et ce, avant même que n'entrent en jeu les spécialistes des sciences humaines et sociales. Si dans l'idéal, tout cela devrait se faire dans un parfait dialogue interdisciplinaire, c'est assez rarement le cas dans la pratique, avec parfois des résultats discutables en matière de production d'un discours proprement historique. En ce qui concerne l'archéologie, grâce à elle, il est possible d'aborder les relations entre société et environnement parlant de la trace matérielle que ces interactions ont laissée dans le sol. Pendant longtemps, cependant, une des limites de l'archéologie de terrain, en Mésopotamie, a été la préférence accordée à l'archéologie urbaine par rapport à l'archéologie rurale. Et ce, d'autant plus que l'accumulation de couches artificielles dans les villes anciennes, occupées pendant des siècles, voire des millénaires, a conduit à l'élaboration de ces monticules artificiels que l'on nomme tels, qui se distinguent nettement au sein d'un paysage par ailleurs plutôt plat. Et par conséquent, les sites urbains sont bien mieux connus que ceux dans l'arrière-pays où la production agraire était pratiquée. Quelques rares sites ruraux ont été fouillés, et sans surprise, il s'agit essentiellement de sites des périodes les plus anciennes, comme Saqqeri-Sougir, un établissement du proto-dynastique Indeux, fouillé dans les années 1960, sur les rives d'un petit canal près d'Our. Et d'une manière générale, ces sites sont sous-représentés,
Ce que l'on sait pour Sakeri-Sougir, c'est qu'on a une communauté d'une quinzaine de familles qui cultivaient l'orge et disposaient d'un environnement fluvial ou de marais avec des roseaux, du bois et du gibier en abondance et des outils qui comprenaient entre autres des fossiles en silex. Donc on a un petit aperçu pour les périodes les plus anciennes, mais il est très rare que ce type de site ait été étudié pour les périodes plus récentes. Dans quelques rares cas, plutôt rares dans les fouilles du 19e et du 20e siècle, mais qui gagnent en importance ces dernières années, les fouilles de sites urbains ont permis de mettre au jour les vestiges d'anciens canaux ou d'aménagements hydrauliques, à l'origine connectés au réseau extra-urbain lié à l'irrigation des champs et des jardins. L'exemple le plus célèbre, quoique longtemps controversé, est la construction énigmatique découverte par les fouilles françaises d'Entréparo à Tello, l'ancienne Guirsou, entre 1929 et 1932. Comme l'indique son sobriquet, la fonction n'est longtemps restée énigmatique. Et de nombreuses hypothèses ont été proposées. Paro proposait sans trop y croire d'y voir un hypogée, réel ou symbolique, ce que cela signifie. Marie-Thérèse Barlet a suggéré qu'il s'agissait d'un ouvrage de type pont, permettant d'enjamber une rue pour mettre la circulation entre deux esplanades. Et c'est l'assyriologue Thorkild Jacobsen qui l'a associé pour la première fois à l'hydraulique en 1960, opinion qui a peu après reçu le support de la plupart des spécialistes. Il est désormais convenu d'y reconnaître un régulateur, c'est-à-dire un dispositif qui contrôle la quantité d'eau entrant dans un canal à partir d'un autre cours d'eau. Cela étant, même si le canal dérivé de ce régulateur a pu être utilisé pour irriguer des champs en aval, comme le suppose Deit, dont l'étude est citée ici, nous n'en connaissons que la partie urbaine, celle qui a alimenté la ville en eau et assuré peut-être le transport par barge. Une des avancées majeures de l'archéologie de la deuxième moitié du XXe siècle fut le développement des prospections hors site, qui cherchaient à quantifier la densité et l'évolution de l'habitat grâce à la collecte de tessons de céramique en surface et à établir des hiérarchies des sites d'habitat à l'aide de cartes et de vues aériennes, à l'échelle régionale. En associant les sites identifiés pour les différentes époques avec les éléments du paysage, comme des digues encore préservées ou les traces d'anciens chenaux, il devenait alors possible de reconstituer les anciens cours d'eau le long desquels ils se trouvaient à l'origine. C'est encore à Thorkild Jacobsen que l'on doit la mise au point de cette méthode pour son étude de la Diyala à la fin des années 30, même si elle a surtout connu son heure de gloire entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, grâce à mes prédécesseurs de Chicago, l'école d'archéologie de Chicago dirigée par Robert McCormick Adams et ses collègues et étudiants comme Hans Nissen, Henry Wright ou McGuire Gibson. En s'éloignant des sites urbains, l'archéologie de terrain révèle également d'anciens éléments des paysages anciens, mais par définition, ceux qui sont encore visibles de nos jours, ou du moins aisément repérables dans le paysage actuel, sont des éléments de type monumental, en particulier ceux construits en matériaux non périssables tels que la pierre, ou qui ont été taillés directement dans la roche naturelle. Ces paysages sont communément associés avec la dernière phase de l'histoire mésopotamienne, celle des grands empires. Les plus célèbres d'entre eux sont les canaux néo-assyriens, comme le tunnel de Nagoub lié au canal d'abondance d'Ashur-Nazir-Pal II qui amenait l'eau à Nimroud, Kalrou au IXe siècle, ou surtout le système complexe de canaux élaboré par Sennacherib à la fin du 8e et au début du 7e siècle avant Jésus-Christ pour amener l'eau à sa capitale, Ninive. On l'a vu en introduction de ce cours, la Mésopotamie est dans l'ensemble moins propice au type d'études paysagères qui reposent sur l'histoire de l'art, du fait de la rareté des espaces susceptibles de recevoir le type de sculptures rupestres monumentales bien connues dans les régions montagneuses. Cela est cependant moins vrai lorsque les pouvoirs mésopotamiens du premier millénaire étendent leur contrôle au-delà des frontières traditionnelles de la Mésopotamie, et les rois néo-assyriens ont laissé maintes traces de leur passage dans différentes régions du Proche-Orient, mais soit dans leur cœur montagneux du Kurdistan irakien actuel, soit dans les terrains conquis, soit sur des éléments qu'ils ont eux-mêmes construits, mais pas tant que ça dans ce que l'on comprend traditionnellement comme la Mésopotamie que nous avons vu tout à l'heure, la haute et la basse Mésopotamie. Donc, ce genre de paysage est surtout connu à partir de l'époque impériale, mais on en connaît quelques exemples pour des périodes plus anciennes. Je ne parle évidemment pas ici de l'espace anatolien sous domination hittite ou de l'Iran, mais pour l'âge du bronze, on connaît les formes d'art rupestre, mais essentiellement des marqueurs paysagers monumentaux situés dans les contreforts montagneux du Zagros, aux confins orientaux de la Mésopotamie. C'est le cas des célèbres reliefs de Darban Igaora, Bitaota et Saripul Izohab,
pardonnez ma prononciation, datant de la fin du 3e et du 2e millénaire, mais ces derniers sont associés plutôt au pays des Lulubum et des Simurum à ce qu'on entend traditionnellement comme étant les royaumes mésopotamiens de l'époque. Dans des cas comme celui-ci, l'archéologie de terrain se combine à l'histoire de l'art, voire à l'épigraphie lorsque ces sculptures sont accompagnées d'inscriptions cunéiformes, pour étudier ce qui sont à la fois des paysages productifs, via l'irrigation et la mise en valeur des terres qu'elle permet dans le cas des Assyriens, des paysages religieux, lorsque nous avons des représentations symboliques associées, et des paysages politiques, puisque, que ce soit les Assyriens ou les inscriptions du Zagros ici, elles marquent la mainmise sur l'espace et sur ceux qui l'occupent par le pouvoir. On peut supposer que de tels paysages étaient susceptibles de réception et perception très contrastées en fonction d'un côté du pouvoir qui les produisait et de ceux qui les observaient, en particulier les populations sous contrôle, mais il faut bien admettre que seule l'expression des dominants nous est encore lisible. La façon dont ces paysages étaient perçus, le paysage des populations dominées, lui, nous est complètement perdu. Un autre type d'approche relevant de l'histoire de l'art que je mentionne rapidement ici pour la complétude de l'exposé s'appuie sur les représentations de paysages dans l'art mésopotamien, et c'est surtout le cas pour l'art des palais néo-assyriens qui constitue l'essentiel de la documentation disponible. S'ils ne font pas directement partie des paysages vécus, à la différence de l'art rupestre, ces paysages sont ambivalents, dans la mesure où ils offrent, pour nous, une perspective émique, le paysage tel que représenté par les anciens Assyriens. Mais bien souvent, cette perspective est aussi une perspective éthique, externe, pour les habitants des régions représentées, dans la mesure où la majorité de ces descriptions paysagères par l'art assyrien s'attachent à décrire des espaces étrangers soumis à la conquête militaire assyrienne. Les représentations de paysages locaux, proprement mésopotamiens, comme les célèbres représentations de jardins à Ninive, sont le plus souvent limitées au monde du palais. Ces images ont fait l'objet de nombreuses études, généralement sous l'angle de l'analyse des paysages de pouvoir et ou des paysages religieux, et je ne reviendrai pas ici, faute de temps, là-dessus. Une révolution méthodologique associée au tournant spatial en archéologie a été l'utilisation de données issues de prises de vue aériennes, qu'elles proviennent tout d'abord de photographies prises d'avions, mais plus récemment et plus fréquemment d'images satellitaires, créées à partir de la fin des années 50, au départ pour des raisons militaires et d'espionnage, et de nos jours pour toute une variété d'usages civils et militaires. Je ne rentre pas dans les détails très techniques de ces méthodes, mais toutes les images satellitaires ont en commun d'être le fruit d'une télédétection, qu'elles soient passives, lorsque les capteurs enregistrent une forme d'énergie émise depuis la Terre, ou qu'elles soient actives, lorsque les satellites émettent un signal qui est réverbéré par le sol et capté en retour par le satellite. Et ces signaux doivent être traduits de façon informatique pour produire les images que nous associons traditionnellement avec une image dite satellite, Google Earth pour la plupart des usages communs. Pour l'archéologie de la Mésopotamie, les images les plus fréquemment utilisées sont celles du programme états-unien Corona, dont les satellites espions surveillaient le monde dans les années 1959-1972 et qui ont depuis lors été déclassifiés. Le programme se concentrait sur les régions d'intérêt pour la puissance américaine du temps de la guerre froide, ce qui explique que le Proche-Orient est particulièrement bien représenté. Une fois géoréférencées, les images aériennes peuvent être intégrées dans des systèmes d'information géographique, lesquels permettent ensuite de produire des cartes numériques mettant en avant tel ou tel élément du paysage, selon la question posée. Encore une fois, nous créons le paysage en créant la carte. L'intérêt de ces images anciennes, malgré leur résolution pas toujours optimale, est qu'elles documentent un état du paysage qui, bien que récent, est depuis lui-même devenu un paysage fantôme. La croissance démographique et économique exponentielle de la région depuis le milieu du XXe siècle a en effet entraîné la destruction ou la couverture rapide de nombreux vestiges archéologiques qui ne sont plus visibles dans les paysages actuels, mais peuvent être tracés sur les images plus anciennes, comme ici pour Tel Rifat dans la région d'Alep en Syrie, où la croissance urbaine a virtuellement effacé toute trace du tel ancien, visible encore ici sur les images Corona, totalement disparu des images Google Earth qui ont quelques années. Une limite de ces méthodes, toutefois, est que les éléments du paysage identifiés ne sont pas directement datables. Il faut ensuite donc tenter de les associer avec des éléments eux-mêmes mieux datés, comme les sites, par la prospection de terrain, qui s'avère souvent onéreuse et fastidieuse,
voire même impossible du fait de la situation géopolitique de la région. Prenons cet exemple qui porte sur la plaine de Mianab dans la basse Suziane en Iran, que m'a gracieusement fourni ma collègue Mernouche Sorouche. Grâce aux images satellites, il est possible de détecter les traces d'anciens canaux et de le reporter dans le système d'information géographique ici. La plaine de Mianab, toutefois, a connu une occupation continue depuis la préhistoire jusqu'à la période islamique, et compte tenu de la nature autodestructrice des paysages d'agriculture irriguée dont nous avons parlé, il est très probable que ces canaux reflètent avant tout, voire exclusivement, les paysages les plus récents. Et surtout, rien n'indique que tous les canaux visibles dans ce paysage sous forme de carte aient été actifs en même temps. Donc un paysage tel que produit par le système d'information géographique, non seulement va définir la nature du paysage en s'intéressant à l'objet irrigation, et donc en insistant sur cet aspect du paysage au détriment d'autres qui auraient pu être importants en tant qu'espace vécu, mais aussi il va créer un instantané géographique de ce qui fut probablement en réalité une succession de paysages historiques et pas donc une image fidèle de la région ou de l'espace à un moment donné, un instant T qu'un observateur aurait pu observer. Une dernière approche, enfin, permet d'aborder les relations entre société et environnement par le biais des sources cunéiformes, et comme l'a souligné Dominique, c'est mon expertise première. Et elles-mêmes, les sources cunéiformes, sont des objets archéologiques, puisque retrouvés au cours de fouilles, contrôlées ou clandestines. À l'instar des approches issues de l'histoire de l'art et de l'étude des inscriptions monumentales, les tablettes d'archives permettent en partie une approche de type émique, nous laissant entrevoir la perception du paysage des anciens habitants de la région, avec des limites. Il est commun en assyriologie de distinguer entre trois grandes catégories de textes, les documents d'archives, qui contiennent des lettres, des documents juridiques, économiques, administratifs. Ces textes existent généralement en un seul exemplaire, même si dans quelques rares cas, des copies existent. Ils documentent, entre guillemets, la vie de tous les jours, le fonctionnement d'une partie de la société. Mais c'est important, d'une partie de la société. Là encore, le paysage que nous pouvons reconstruire à partir de ces textes va représenter essentiellement le point de vue des élites, le point de vue des dominants. Les textes de bibliothèque ou textes de la tradition existent quant à eux en général en plusieurs exemplaires et proviennent de la production des élites scribales de Mésopotamie, qui produisaient ces textes littéraires, historiques, religieux, scientifiques, en général en lien avec le cursus scolaire des scribes. C'est ce que nous étudions le plus pour notre 4e leçon. Enfin, les inscriptions officielles sur monuments, avec une vocation festive ou célébratoire, émanent pour l'essentiel du pouvoir royal. Ces monuments peuvent être inscrits sur des supports variés, tablettes et statues de pierre, cônes, clous d'argile, etc. Certains ne nous sont parvenus d'ailleurs que grâce à des copies par les scribes sur tablettes d'argile. Leur taille, comme leur degré de visibilité, varie fortement, puisque on a déjà mentionné les reliefs rupestres, qui constituent eux-mêmes une partie du paysage et peuvent être inscrits, mais on connaît aussi de nombreux monuments qui faisaient partie plutôt du paysage urbain, voire de celui des sanctuaires. Et il n'est pas toujours clair qui, au sein de la population même urbaine, avait accès à ces représentations, à ces inscriptions. Et d'autres, c'est le cas d'une grande partie des documents que nous connaissons, étaient en réalité enterrés dans les fondations des bâtiments et destinés aux dieux et aux générations futures, et étaient donc techniquement des représentations invisibles. Donc lorsque nous reconstituons des paysages à partir de ces textes, il est important de penser à qui est-ce que l'on s'adressait dans ces textes, quel type de paysage on essayait de construire. Nous aurons l'occasion de voir comment ces textes permettent de compléter et nuancer les approches issues de l'archéologie et des études paléo-environnementales dans les semaines qui viennent. Mais pour l'heure, je veux vous remercier de votre attention et peut-être ouvrir la salle aux questions pour les 5 minutes qui nous restent. Merci beaucoup. Oh, tu peux laisser la... Tu veux des tablettes? J'ai pas pu m'empêcher de voir le petit coup de piochon sur la tablette de site qui est en haut à droite. Tu parlais des traces. Il y a des traces dans tous les sens. La trace archéologique sur le... Voilà. C'est bien la preuve que les tablettes sont des objets archéologiques. J'avais noté un certain nombre de questions à te poser au fur et à mesure que je t'entendais. Et puis, tu as répondu progressivement à bon nombre d'entre elles. Mais peut-être faut-il revenir une petite seconde sur les prospections.
parce que j'ai eu la chance de voir justement dans le sud de l'Irak à quel point les données ont été revisitées très profondément à partir du moment où on s'est rendu compte de l'importance de ces phénomènes d'érosion et de sédimentation. Je me rappelle encore l'équipe de Jean-Louis Huot, de Jean-Daniel Forest, de Régis Vallet, à la fin des années 80, comprenant la stratigraphie de Welly à côté de Larsa, et du coup comprenant que l'essentiel des sites de cette époque-là avait en réalité totalement disparu. Et donc, les prospections qui ont été faites par Adams et autres ne nous donnent que les parties émergées de l'iceberg. Et donc, il faut aujourd'hui faire très très attention dans leur utilisation. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment faire? C'est-à-dire qu'on a des points de repère sûrs, mais on ne peut absolument pas tirer de conclusion par l'absence. Je suppose que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Oui, enfin, on verra, enfin, on en parlera là. C'est bien, tu me prépares pour la deuxième conférence. Donc, alors, oui, alors, un des éléments qui est marquant pour, en particulier, la Mésopotamie, la basse Mésopotamie, c'est qu'à la fois, c'est vraiment donc la Diyala et puis la partie centrale. Déjà, on oublie trop souvent que les prospections de Adams et de ses collègues se sont vraiment concentrées sur la partie centrale de l'alluvium et qu'on n'a pas vraiment exploré les marges jusqu'à très récemment. Mais c'est vrai que ça a été la région pionnière pour ce type d'études. Jacobsen puis Adams ont vraiment défini les normes de ce type d'études qui est maintenant monnaie courante un peu partout. Dans les années 60-70. À partir des années 70, il y a eu des difficultés sous le régime baathiste à l'époque pour obtenir des permis, donc on ne pouvait plus vraiment faire des prospections. Et puis, à partir des années 80, avec d'abord la guerre Iran-Irak, puis ensuite la région a été fermée aux fouilles, au moment où, précisément, comme tu le disais, fin des années 80, c'est le moment où on commence à se rendre compte, sur un plan de la taphonomie, c'est-à-dire de l'évolution des sols, etc., de comment la complexité de ces paysages, beaucoup plus grande que ce qu'on avait en tête jusqu'à présent. Et donc, mais pendant 40 ans, quasiment 40 ans, ou 30 ans, on va dire, on ne pouvait pas aller sur le terrain pour appliquer les nouvelles méthodes. Alors, ça a changé depuis maintenant, entre 10-5 ans selon les sites. On commence à avoir des études, mais la plupart ne sont pas encore publiées, où on peut de nouveau prendre en compte les choses de façon beaucoup plus fine. Mais c'est vrai que pendant 30 ans, voire plus parce que ça datait des années 60, on n'avait que ça. Et donc tous les raisonnements se sont appuyés là-dessus, alors qu'effectivement c'est une image c'est un paysage très très imparfait de ce qui a pu exister. Donc c'est en cours de réévaluation, mais ça va prendre beaucoup de temps, parce que le contrepoint de ça, c'est que pour mener le type d'analyse de détail qui permet d'aller plus profondément, c'est très coûteux, en moyens, en temps, en personnes. Mais en même temps, il y a des possibilités qui sont extraordinaires. Moi, je me rappelle, pour citer le cas d'Our que je connais un petit peu, donc moi, j'avais visité Our en 1974 et il était précisé par une affiche qu'il était interdit de photographier du haut de la ziggourate parce qu'il y avait un camp militaire juste à côté. Et quand j'y suis retourné en 2015, on avait Émilie Hammer qui faisait circuler son drone sur tout le site, et elle savait exactement à quelle distance il fallait qu'elle reste par rapport au camp militaire pour ne pas perdre le contrôle de son drone, mais il y avait l'autorisation de survoler tout le site de cette manière-là, ce qui change évidemment complètement les façons de faire. Dans d'autres régions, j'ai des collègues qui avaient commencé à... Il y avait une espèce de non-dit, ou en tout cas de flou juridique en Égypte. Donc j'ai des collègues qui ont pu faire, à l'époque Chicago, maintenant à Yale, qui ont pu faire comme ça des passages de drones et du coup de la photogrammétrie, etc. Et puis les autorités égyptiennes ont mis le holà et on ne peut plus avoir un drone en Égypte. Donc ces avancées-là, elles ne sont pas possibles à l'heure actuelle dans les fouilles en Égypte pour des raisons politiques et réglementaires. On va en rester là pour aujourd'hui. On te remercie beaucoup. Merci, à la semaine prochaine, j'espère.